lors du webinaire pour pouvoir venir répondre. On essaiera de répondre au maximum de questions en séance et sinon après on pourra y répondre aussi après coup. Voilà ce que je peux vous dire. N'hésitez pas du coup à répondre au sondage qu'on vous a envoyé qui va permettre d'un peu mieux vous connaître. Alors déjà présenter peut-être l'animation géothermie Occitanie. Donc cette animation, elle est assurée par l'Agence régionale énergie-climat d'Occitanie, dont je fais partie, et elle est cofinancée à la fois par la région Occitanie et l'ADEME. Donc le but de cette animation et de cette mission, c'est donc on a 3 axes, donc de pouvoir constituer un centre de ressources avec donner en ressources des retours d'expérience, notamment un annuaire des acteurs de la filière géothermie, pouvoir suivre les installations en fonctionnement. Ensuite, on a toute une partie animation où en fait on va proposer des événements, promotion justement de la géothermie et constituer un réseau interprofessionnel qu'on peut appeler le club de la géothermie en Occitanie. Et il y a un dernier axe sur l'accompagnement technique. Le but, c'est de faire monter en compétence un peu les acteurs régionaux pour qu'on ait à la fois des projets de meilleure qualité et davantage de projets qui se lancent. Donc cette animation, elle s'adresse à la fois aux porteurs de projets publics et privés et aux différents acteurs de la filière. Là, je vais laisser la parole à Envirobat pour se présenter aussi. Sandrine. Oui, bonjour. Merci, Johan. Effectivement, Envirobat a souhaité s'associer avec cette animation géothermie pour pointer cet aspect, cet équipement clé dans nos missions. Alors, oui, effectivement, pardon. Nos participants sont les mêmes, puisqu'on est soutenu par l'ADEME et la région sur nos missions. Envirobat Occitanie, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est 4 pôles d'expertise, des filières circulaires et l'innovation, comme ça s'affiche. Le bâti existant a un point clé qui est la rénovation. Des démarches d'évaluation de projet avec quartier et bâtiments durables et tout un pôle de formation et de ressources pour la montée en compétence des acteurs. Donc, nous sommes un réseau de professionnels de la construction et de l'aménagement avec environ 300 adhérents et plus d'une quinzaine de salariés en support. Avec des actions, les outils phares, donc historiquement le centre de ressources pour donner de la matière et des éléments et qui organise des événements, qui cartographie et qui référence cette animation de réseau de professionnels, donc, dont font partie les groupes de travail comme celui-ci, un peu issu de la géothermie, l'accompagnement, l'évaluation des démarches en quartier et bâtiment par Bâtiment Durable Occitanie et Quartier Durable Occitanie. Donc, on arrive à quasiment 300 projets engagés, pour lesquels on peut référencer un certain nombre de projets en géothermie. Et après, un pôle formation, un nombre de projets significatifs et surtout en pénétration qui augmente d'année en année. Et puis, tout un pôle formation là-dessus. Donc, voilà pour nos actions phares. Et je repasse la main à Johan pour l'ensemble de la présentation des généralités. Merci. Donc voilà, c'est un peu le programme qui nous attend pour ce webinaire. Donc on va avoir une première partie, comme a dit Sandrine, où on va vous présenter un peu les essentiels à savoir sur la géothermie. Et ensuite, on s'appuiera sur 2 retours d'expérience qui nous seront présentés pour avoir un peu le retour d'installation qui fonctionne en Occitanie, donc qui seront présentés par Bioénergie Diffusion et à la fois pour le premier le bureau d'études qui a pu intervenir sur le projet et pour le second le maître d'ouvrage. On reviendra dessus et on a évidemment, comme je vous l'ai dit, des temps de questions-réponses prévus, donc n'hésitez pas dans le chat à poser vos questions. Alors peut-être dans un premier temps venir voir un peu le contexte qu'on peut avoir sur pourquoi on va utiliser la géothermie. Donc une actualité récente, c'est la programmation pluriannuelle de l'énergie qui a été publiée le 12 février 2026
et donc qui va fixer la trajectoire de l'énergie pour la France, donc sur la période 2026-2035. Et notamment, cette publication, elle fait de la chaleur renouvelable vraiment un pilier majeur pour la transition énergétique, et plus particulièrement aussi pour la géothermie, donc, qui va être forcément appelée à jouer un rôle central, hein, puisque voilà, la géothermie, elle occupe une place importante dans la chaleur renouvelable. Notamment les objectifs qui ont été mentionnés sur la géothermie. Donc on a un cap ambitieux, donc c'est de passer de aujourd'hui 3,2 TWh de chaleur géothermique qui était produit en 2022 à 15 TWh d'ici 2035. Donc voilà, on a globalement, concrètement, une multiplication par 5 de la production qui est attendue. Et évidemment, on va avoir besoin, pour atteindre ces objectifs, voilà, de renforcer les capacités matérielles humaines, et on va avoir besoin d'une forte croissance du rythme de développement des projets. Donc d'où l'existence aussi de cette animation géothermie et la tenue de ce webinaire, voilà, pour pouvoir sensibiliser sur le sujet. On a notamment le plan d'action national géothermie qui a été construit avec les acteurs de la filière et publié en 2023, qui vient aussi appuyer ce développement de la géothermie à travers différents axes et pareil des objectifs d'atteindre typiquement 6 000 nouvelles installations individuelles par an sur la géothermie et 1 000 installations par secteur collectif tertiaire par an. C'est pour le contexte plutôt PPE. Ensuite, si on descend à l'échelle un peu plus régionale, on a l'objectif REPOST que s'est fixé l'Occitanie, donc de devenir la première région à énergie positive d'ici 2050. Et donc cet objectif, donc on va dire l'objectif global, c'est de diviser par 2 la consommation d'énergie par habitant et de produire 3 fois plus d'énergie renouvelable. Et donc, on a un objectif associé sur la géothermie, qui est de multiplier par 15 la production de chaleur réfléchissement par géothermie entre 2015 et 2050. Donc là aussi, on a quand même un changement d'échelle à avoir. Donc à noter qu'en 2024, on avait 250 gigawattheures qui étaient produits par la géothermie de surface, donc c'est-à-dire à la fois les installations collectives et les particuliers. Et donc, voilà, on aura besoin de multiplier par 15 d'ici 2050. Toujours en termes de contexte, on a aussi évidemment la réglementation des bâtiments, ce qui va aussi nous occuper aujourd'hui, mais on a des réglementations qui font que en fait, on va avoir la nécessité d'inclure davantage des solutions bas carbone performantes à travers notamment la RE 2020, donc, qui oblige à réduire l'impact carbone des constructions neuves, améliorer leur performance énergétique et renforcer le confort d'été. Idem pour le décret tertiaire, donc, qui va imposer une réduction progressive des consommations énergétiques des bâtiments tertiaires. Donc voilà, on voit qu'on a ce besoin d'inclure davantage des solutions pour la chaleur renouvelable. Peut-être je vais passer rapidement sur ça, mais voilà, on a aussi des trajectoires liées forcément au réchauffement climatique. Donc ça, typiquement, c'est la trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique, qui a été adoptée par la France et qui en fait définit un niveau de réchauffement progressif. Donc par rapport justement au changement climatique. Voilà, le but c'est de transmettre à tous les acteurs que sont l'État, les collectivités, les entreprises, cette trajectoire pour pouvoir aligner leur stratégie par rapport à ces référentiels. Donc cette trajectoire, elle prévoit plus de degrés dès 2030, plus 2,7 degrés dès 2050 et plus 4 degrés à l'horizon de 2100. Donc tout ça, c'est par rapport à l'ère pré-industrielle, donc 1850-1900. Donc, quand on prend en compte ce réchauffement. Et donc, on voit que forcément, quand on regarde à droite sur les graphiques, donc entre 2030 et 2100, le nombre de jours supérieur à 35 degrés va nettement augmenter. Et donc, on va avoir besoin d'actions d'adaptation liées à cette trajectoire. Et donc, typiquement, une des solutions, c'est évidemment de pouvoir rénover les bâtiments en tenant compte du confort d'été pour pouvoir justement supporter ces jours où la température sera supérieure à 35 degrés.
Pour finir sur le contexte, on a notamment la démarche ENR Choix qui est soutenue par l'ADEME, qui en fait, dès lors qu'on a un projet de rénovation énergétique et qu'on doit se pencher sur la chaleur renouvelable, on a cette démarche qui va à la fois nous guider sur réduire les consommations énergétiques, mutualiser les besoins, mais aussi prioriser les énergies qu'on utilise. Et l'idée ici, c'est de voir qu'en fait, la géothermie, on va très vite tomber, on va dire, dans cette priorisation des énergies, on va très vite tomber sur la géothermie, puisque en fait, comme vous pouvez voir à droite, là en premier, on a d'abord l'utilisation potentielle de chaleur fatale si elle est disponible. Si on n'a pas ça, on tombe très vite en fait sur la géothermie et le solaire thermique, donc qui sont les énergies non délocalisables et qui sont à prioriser dans le cas de rénovation. Ça, c'était un petit peu on va dire des slides pour vous montrer un peu le contexte, et comme ça on peut en arriver à ce qu'est la géothermie et du coup pourquoi on vient en parler aujourd'hui. Donc la géothermie, ça regroupe on va dire l'ensemble des technologies qui permettent d'exploiter la chaleur de la Terre qui est contenue dans le sol. Donc en fait, la géothermie elle tire parti du fait que sur les premières centaines de mètres de profondeur, on observe une élévation de la température du sous-sol d'environ 3 degrés par centaine de mètres en moyenne. Et en fait, dès 10 mètres de profondeur, on a une température qui est constante avec quasiment aucune variation en fonction ni de la saison ni des conditions météorologiques qu'on peut avoir à la surface. Et cette température, qui est de l'ordre, on va dire, c'est variable selon les sols qu'on peut avoir, mais on est entre 12 et 16 degrés à 10 mètres, on va dire, si on peut avoir un ordre d'idée. Et donc l'idée, c'est de pouvoir utiliser cette énergie. Donc on va distinguer deux types de géothermie. On a la géothermie de surface, donc c'est quand on va venir utiliser la chaleur jusqu'à 200 mètres de profondeur. Pour la géothermie de surface, du coup, on va avoir besoin d'avoir recours à une pompe à chaleur, on le verra après, mais parce que du coup, l'énergie qu'on puise et la température, elle n'est pas assez élevée pour pouvoir directement chauffer nos logements, donc on va avoir recours à une pompe à chaleur. À côté de ça, si on va plus en profondeur, on aura de la géothermie profonde, où là, on peut aller au-delà de 100 mètres, même à plusieurs milliers de mètres, où là, en fait, on va pouvoir, c'est pour des installations à beaucoup plus grosse dimension, mais on va pouvoir avoir une température satisfaisante pour directement utiliser cette énergie. Donc, c'est ce qu'on va voir après. Donc cette énergie géothermique, pourquoi on l'utilise? On l'utilise donc pour chauffer, rafraîchir et climatiser les logements. Donc tout type de logement, hein, ça va de l'habitat individuel, collectif, bureau, et puis voilà des bâtiments plus spécifiques aussi. On l'utilise aussi pour évidemment produire de l'eau chaude sanitaire, hein, de la même manière. On peut l'utiliser dans différents processus industriels, agricoles, aussi dans les piscines municipales. Et dans des cas spécifiques qu'on n'abordera pas plus en détail aujourd'hui, mais on va pouvoir produire de l'électricité. Ça, c'est dans les cas où on a une géologie du sol qui est particulière, et donc on va avoir des températures vraiment très élevées, donc à plusieurs centaines de degrés, notamment dans des zones volcaniques ou dans on va dire des fossés tectoniques, comme on peut avoir dans la région en Alsace. Et là, on va avoir des centrales justement qui sont en fonctionnement et qui permettent de produire de l'électricité à partir de l'énergie du sous-sol. Donc la géothermie, donc si on s'axe un peu plus sur la géothermie de surface, donc je vous disais jusqu'à 200 mètres, on a deux grands types, on va dire, de technologies. Donc, la première, c'est la géothermie sur nappe, ce qu'on va appeler les échangeurs ouverts. Donc là, dans ce cas-là, on va avoir besoin de la présence d'une nappe en profondeur pour aller puiser l'eau de cette nappe, récupérer les calories ou les frigories pour l'été, récupérer ces calories, pour pouvoir chauffer notre logement, et on va pouvoir rejeter l'eau sans y avoir fait aucune modification, si ce n'est la refroidir un peu, la rejeter dans la nappe un peu plus loin. Et voilà, on aura un cycle donc, qui permet de prélever donc, les calories de cette nappe. Alors, les nappes, on n'en a pas tant que ça en Occitanie. La géothermie,
en Occitanie, elle se base quand même plutôt sur des sondes. Les nappes connues qu'on peut avoir, elles sont présentes typiquement en Aquitaine ou aussi en Île-de-France, où on a eu voilà, de nombreux réseaux de chaleur géothermique qui se basent voilà, sur un aquifère très productif. En Occitanie, voilà, on part plutôt en général sur de la géothermie sur sonde. Alors, géothermie sur sonde, en fait, on part du principe qu'on n'a pas forcément de nappes, donc de nappes qui sont à une certaine température sous nos pieds, mais en fait, on a quand même un sol qui contient des calories et voilà, qui est assez chaud en profondeur. Donc, l'idée, c'est qu'on va en fait faire un forage, on va pouvoir descendre à l'intérieur une sonde qui permet de faire un aller-retour avec un fluide qui va circuler à l'intérieur. Donc, grâce à ça, le fluide va se réchauffer en allant dans les profondeurs jusqu'à 100-200 mètres. Et ça, en fait, dans l'idée, on peut le réaliser quasiment n'importe où, hein, et c'est applicable à plus ou moins tous les projets, puisqu'il suffit d'avoir un sol voilà, qui présente pas forcément d'aléas géologiques trop graves pour pouvoir envisager un forage, mais on le verra après. Euh, enfin, voilà, on a la possibilité de faire ça sur plus de 90% du territoire. Et on a une carte voilà, réglementaire qui permet de, on va dire, délimiter un peu les zones où on va pouvoir se permettre de faire ça. Donc, deux grandes technologies, géothermie sur nappe, géothermie sur sonde. Alors, c'est un peu plus spécifique, je vais passer rapidement, mais dans les technologies de géothermie sur sonde, on va avoir des technologies un peu plus spécifiques qui permettent de pas forcément avoir besoin de faire des forages jusqu'à plusieurs centaines de mètres de profondeur, mais rester dans la barrière des 10 mètres de profondeur où en fait on aura juste besoin de faire typiquement du terrassement. Donc, ce sont les échangeurs compacts qu'on va appeler les corbeilles géothermiques. On peut avoir des échangeurs horizontaux, donc au lieu que la sonde donc elle aille en profondeur, qu'elle soit verticale, on peut avoir voilà, ces espèces de planchers horizontaux donc, qui sont des sondes, mais qui vont aller chercher un peu moins en profondeur et qui, évidemment, sera un peu moins performant puisque la chaleur qu'on va chercher, elle a une température un peu plus basse. Alors concrètement, comment on utilise l'énergie qui est récupérée? Donc on va avoir dans notre sous-sol cette technologie de captage donc, qui va aller chercher l'énergie du sol. Donc en fait, à la différence et après, on va avoir une pompe à chaleur qui va permettre donc de pouvoir fournir l'énergie au bâtiment qu'on aura raccordé. L'idée, c'est qu'à la différence d'une pompe à chaleur aérothermique qui va récupérer les calories dans l'air qui sont, elles, sensibles à la température et très variables selon la météo, mais la pompe à chaleur géothermique, elle va récupérer la chaleur captée dans le sol. En fait, on va avoir ce captage souterrain. Pour transférer cette énergie du sous-sol vers le bâtiment, on va utiliser la PAC et on va pouvoir produire du chauffage et de l'ECS derrière. Et en sens inverse, l'été, on va pomper les calories du bâtiment pour les envoyer dans le sous-sol, de la même manière qu'une pompe à chaleur aérothermique. En fait, du coup, cette pompe à chaleur, elle va utiliser un compresseur qui va consommer un peu d'électricité pour permettre justement de pouvoir soutirer toute cette énergie du sol. Et du coup, plus la température entre le sous-sol et la température nécessaire à produire dans le bâtiment, elle va être réduite, cet écart il sera faible, moins la PAC, la pompe à chaleur, va consommer d'énergie. Du coup, l'idée, ça va être d'essayer de minimiser cet écart. Et déjà, en fait, on voit que quand on va faire de la géothermie par rapport à une pompe aérothermique, on va déjà davantage minimiser cet écart parce que, comme je vous l'ai dit, dans le sous-sol, les températures elles vont être de l'ordre d'une quinzaine de degrés, par exemple. Là, même en hiver, lorsqu'il fera peut-être 0 degré à l'extérieur, là où une pompe aérothermique, elle va aller puiser de l'air à 0 degré pour essayer de chauffer un bâtiment je ne sais pas, 40, 50, 60 degrés à travers les émetteurs. Température que je vous donne, c'est les températures à produire pour la pompe à chaleur, donc les températures de consigne des émetteurs. Et voilà, du coup, l'idée, c'est voilà, de la géothermie qui va permettre de diminuer cet écart. Et donc, c'est pour ça qu'on va avoir, vous allez voir après, mais une certaine vertu avec ce système géothermique, puisque ça va nous permettre de consommer assez peu d'énergie électrique
pour pouvoir produire beaucoup de chaleur. Et donc, on va avoir des grosses performances énergétiques. Sur la partie du coup que je vais appuyer sur le froid, alors la géothermie, donc elle va évidemment permettre de produire du chaud, mais elle va permettre aussi de produire du froid, et elle va même permettre en fait de produire ce qu'on va appeler du froid passif. Donc en fait, le sous-sol, il va être à une température voilà de une quinzaine de degrés, on va dire même l'été. Et du coup en fait, si on va chercher ces frigoriques, des frigories pour l'été, et qu'on fait circuler notre fluide directement dans le bâtiment à partir des frigories qui seront récupérés dans le sous-sol. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, si on a un fluide qui descend à 15 degrés, qu'on fait circuler par exemple à travers des planchers chauffants rayonnants dans notre bâtiment, mais on va déjà pouvoir rafraîchir le logement sans même avoir besoin de faire fonctionner la pompe à chaleur. Donc en fait, on va utiliser directement la fraîcheur du sol, on va bypasser la pompe à chaleur, et ce qui va faire qu'on va avoir une consommation électrique très très faible, parce qu'en fait la consommation électrique, c'est juste la pompe de circulation, donc qui va permettre justement de circuler tout ce fluide en continu entre le sous-sol et le bâtiment. Et donc voilà, ça c'est ce qu'on va appeler le froid passif, le géocooling. Donc c'est ce qui est très avantageux sur la géothermie, et que voilà, on va de plus en plus mettre en avant, mais justement avec le réchauffement climatique, le contexte actuel, et qui va avoir une consommation électrique quasiment 10 fois moins élevée qu'une climatisation traditionnelle. Et en plus, du coup, grâce à la géothermie, on n'a pas l'effet îlot de chaleur qu'on peut avoir avec une pompe à chaleur aérothermique traditionnelle, puisqu'en fait, une pompe à chaleur aérothermique traditionnelle, l'été, on va climatiser un logement et on va rejeter la chaleur que la pompe à chaleur aura produit pour produire du froid de l'autre côté, on va la rejeter dans l'air. Donc on crée dans les zones urbaines cet effet îlot de chaleur. Là, la géothermie, si vous l'avez compris, en fait, ce qui fait office de l'extérieur pour une pompe à chaleur aérothermique, ça va être le sous-sol. Et donc, on va rejeter dans le sous-sol, ça va permettre en fait de réchauffer un petit peu le sous-sol. Hein. C'est bon, on parle de même pas, voilà, on parle pas de plusieurs degrés. Hein. Ça reste limité, mais on va un petit peu réchauffer le sol, et ce qui va faire que pour après la période hivernale qui va arriver, on aura le sol qui sera un petit peu plus chaud, et donc on va pouvoir avoir de meilleures performances pour venir chauffer notre logement, vu qu'on aura un petit peu réchauffé le sol. Enfin voilà, mais ça reste, on va dire, quasi anecdotique, mais le sol fait du coup effet on va dire, de stockage un peu intersaisonnier. Et donc voilà, d'où la vertu voilà, de la géothermie. Peut-être si je peux apporter quelques précisions en plus. Comme je l'ai dit, c'est adapté à tout type de bâtiment. Hein. Donc, on peut envisager d'utiliser la géothermie pour de la rénovation, de la construction neuve, habitat individuel, logement collectif, bâtiment public, etc. Enfin, voilà, dès lors qu'on a un peu, enfin voilà, des besoins de chaleur, voilà, assez importants, on peut envisager la géothermie. Les chiffres que je vous ai donnés, du coup, c'est que donc cette température du sol, elle reste très stable dès lors qu'on dépasse même une dizaine de mètres de profondeur. Voilà, on a une température très stable. Et donc, si on veut rester dans la géothermie de surface, on reste souvent en dessous des 200 mètres de profondeur. Je vous l'expliquerai juste après, mais c'est parce qu'on a une réglementation qui est aussi simplifiée si on reste en dessous de cette barre. Ce qui fait qu'à ce niveau-là, on a des températures de l'ordre de 15 à 20 degrés en Occitanie. Voilà, qui sont stables toute l'année. En altitude, évidemment, si on imagine dans les Pyrénées, on observe forcément des températures qui vont être un petit peu moins élevées. Après, ça dépend même encore si on est dans des zones thermales, pardon, ou, enfin voilà, on a des spécificités du sous-sol, mais évidemment, la température du sol, elle est un petit peu plus basse, la température en surface, ce qui fait que forcément la température en sous-sol va être aussi un petit peu plus basse, mais voilà, on reste de l'ordre de 14 à 17 degrés. Comme je vous l'ai dit, donc, on va pouvoir rafraîchir directement, naturellement les bâtiments. Et si on met une pompe à chaleur, on va pouvoir chauffer, produire du froid de manière active, comme le fait une climatisation, et de l'eau chaude sanitaire. Donc là, c'est un cas un peu plus spécifique, donc je vais pas trop m'arrêter là-dessus, mais évidemment, la géothermie, on peut l'utiliser à plus grosse dimension pour évidemment des réseaux de chaleur.
réseau de chaleur et de froid, forcément, puisqu'on peut l'utiliser dans les deux cas. Et on a notamment la boucle d'eau tempérée, donc qui est une spécificité qui s'applique bien à la géothermie. Et donc l'idée, c'est que en fait, on a notre captage. On fait circuler en fait le fluide qu'on fait circuler dans notre réseau de chaleur, on le fait circuler à la température du captage directement, et c'est au niveau de chaque bâtiment où on va venir faire le travail de produire la chaleur nécessaire ou le froid nécessaire. Donc, ce qui fait qu'on va pouvoir euh, voilà, selon si le bâtiment a des besoins de plus de froid, plus de chaud, on va pouvoir adapter voilà, on va pouvoir adapter les besoins, on va s'adapter aux besoins de chacun. Et donc voilà, c'est l'avantage de la boucle d'eau tempérée. Moi, voilà, je m'arrête pas m'arrêter trop dessus. Alors, ce qui est important donc en termes voilà, pour la géothermie, comme vous l'avez compris, en fait, la géothermie, on va pouvoir l'envisager sur une très grosse partie du territoire, parce qu'en fait, avec la technologie de la géothermie sur sonde, on va pouvoir le faire partout. La géothermie sur nappe, on aura besoin d'une nappe, mais sur sonde, on va pouvoir le faire quasiment partout. Ce qui va nous limiter, c'est plus la réglementation des sols. Et en fait, la réglementation des sols, dès lors qu'on a des activités au-delà de 10 mètres de profondeur, on est soumis au régime légal des mines, le code minier. Donc, jusqu'à 10 mètres de profondeur, on peut venir creuser voilà, sans avoir besoin de déclaration au titre du code minier, et on n'a aucun problème. Donc, on peut envisager des échangeurs de géothermie sans problème, comme je vous l'ai dit, si ça reste en dessous de 10 mètres. Si on veut faire voilà, des systèmes un peu plus performants, il va falloir forer jusqu'à 200 mètres. Et en fait, on a un régime simplifié entre 10 et 200 mètres de profondeur, qui est la géothermie de minime importance, la GMI, où en fait, on ne va pas avoir besoin de faire des déclarations administratives qui demandent pour le pour le régime des mines, demande des fois des instructions préfectorales selon la puissance de l'installation, et puis même ministérielle pour des très très grosses installations. Entre 10 et 200 mètres de profondeur, on va avoir ce régime simplifié qui va permettre en fait d'avoir seulement une déclaration au titre de la géothermie de minime importance, avec un administratif qui va être très simplifié. Et on va avoir un zonage qui est associé à cela. Donc, c'est le zonage que vous avez sur la droite. Donc, où on va délimiter des zones, donc zone verte, zone orange, zone rouge. Et en fait, ça va être ces zones, elles sont, elles font partie de la réglementation, elles sont définies par notamment le BRGM, donc, qui est le bureau de recherche en géologie et minière. Et donc, en fait, l'idée, c'est que si on est en zone verte, on n'a aucun danger et inconvénient grave qui a été identifié. Donc, on va pouvoir très simplement envisager de la géothermie. Voilà, on n'a aucune contre-indication. En zone rouge, en fait, on a des aléas du sous-sol qui font que, en fait, on va pas pouvoir rester dans le régime de la géothermie de minime importance. Et donc, on va repasser au titre du code minier, où on va avoir beaucoup d'études, voilà, des études géologiques qui sont nécessaires, davantage d'administratives. Donc, ça va être un peu plus compliqué pour des installations, voilà, pour juste un bâtiment, on va dire classique, et pour pas des installations qui sont très très grosses, ça va être compliqué d'envisager de la géothermie. Donc voilà, il faut plutôt se trouver en zone verte. Et après, on a les zones oranges, où en fait, c'est des zones où on peut avoir des aléas à proximité. Du coup, on va avoir besoin de juste une attestation d'un expert qui va venir, voilà, à travers des études un petit peu plus poussées, qui va pouvoir analyser la faisabilité de la géothermie sur ce type de sol. La plupart du temps, voilà, en zone orange, la plupart du temps, l'expert il donne son avis, et à la limite, il donne des indications sur la manière dont il va falloir forer pour la géothermie. Mais la plupart du temps, il valide la faisabilité et on n'a pas de problème derrière. Donc en fait, si on est en zone verte ou orange, globalement, on va pouvoir envisager de la géothermie. Juste la zone orange, voilà, ça va rajouter cette exigence d'avoir la production d'une attestation par un expert. Mais voilà, comme vous pouvez le voir, globalement, si on enlève la partie rouge qu'on a sur la carte de l'Occitanie là ci-dessus,
on va avoir la possibilité de faire de la géothermie dans enfin, voilà, une grosse partie de l'Occitanie entre les zones oranges et les zones vertes. Donc ces cartes, elles sont disponibles en ligne, hein, sur le site géothermie.fr. Alors peut-être du coup faire un petit portrait énergétique de ce qu'est la géothermie en France. Donc on a environ 200 000 installations dans toute la France de géothermie. Il y en a 97,6% qui sont des installations du secteur individuel, donc c'est-à-dire voilà, des particuliers qui font des installations sur leur maison, par exemple. Et donc, on a un total de 4,82 TWh qui ont été produits en 2024, pour vous donner un ordre d'idée. Et après, en termes de production, du coup, on a 80% de la production qui vient justement de ces installations des individuels, 4% des installations résidentielles collectives, 16% du tertiaire, et après, on a des installations un petit peu plus rares, mais dans le domaine industriel. Donc en fait, la dynamique qu'on peut avoir en France, typiquement sur 2024, c'est 900 nouvelles installations qui ont été mises en service en 2024, dont 500 dans le résidentiel individuel et 400 dans le secteur plus collectif tertiaire. Donc voilà, c'est pour vous donner un peu un ordre d'idée. On a quand même une bonne dynamique sur la géothermie. Si on descend à l'échelle de l'Occitanie, donc comme vous pouvez le voir, ce que je vous disais tout à l'heure, on a une production de 250 gigawattheures en 2024. Et en termes d'installation, vous l'avez là, on a donc 5 installations de géothermie, on va dire profondes, en Occitanie et à environ 270 installations collectives, donc c'est à la fois collectif et tertiaire. Et après, à droite, vous l'avez, c'est à peu près 8000 installations de particuliers. Donc, vous avez une carte. La carte représente surtout les installations collectives et installations de géothermie profonde, avec différents types. Donc, et on voit qu'en fait, si vous regardez à droite, les différents dispositifs de captage, donc celui qui est le plus présent, les triangles rouge foncé, c'est les installations sur champ de sonde, donc des installations sur sonde, telles qu'on retrouve le plus en Occitanie. Parce que voilà, on n'a pas toujours la présence d'une nappe. Donc, c'est un peu les spécificités de l'Occitanie. Et voilà, si on peut rajouter peut-être, on a des zones évidemment où on va avoir davantage d'installations, hein, parce que évidemment les zones autour de Toulouse où on va avoir plus de densité de population aussi, on a la géothermie qui s'est davantage développée. Et il y a d'autres endroits, voilà, la géothermie s'est un peu moins développée. Pourtant, le potentiel est le même sur tout le territoire, hein. Et en fait, à partir du moment où la réglementation a dit, elle envoie voilà, un avis favorable et qu'on est en zone verte ou orange, on peut envisager de faire de la géothermie. Alors, peut-être du coup les avantages de la géothermie voilà, pour pouvoir vraiment dresser un peu la carte totale de ce que ça peut permettre. Donc la géothermie, comme je vous le disais, elle est disponible sur la quasi-totalité du territoire français, 24 heures sur 24, hein, on peut produire, puisqu'on ne dépend pas, par exemple comme le photovoltaïque, de la nécessité d'avoir les rayonnements solaires ou de l'éolien, la nécessité d'avoir du vent. Là, on est vraiment indépendant. La chaleur du sol, on peut la puiser 24 heures sur 24. Euh, donc, c'est une énergie qui est locale et verte, parce qu'en fait, on va valoriser l'énergie du sol sans transport ni combustion, hein. On est directement, voilà, on utilise directement la chaleur qu'on a sous les pieds du bâtiment. Et on va générer très peu de gaz à effet de serre, pas de particules fines, ni de molécules nocives. Et par ailleurs, c'est une énergie qui va être en fait quasi inépuisable si les installations sont bien dimensionnées et qu'en fait on ne va pas venir puiser de manière abusive dans le sol. En général, enfin voilà, si c'est bien dimensionné, le sol il va se régénérer entre l'été et l'hiver, selon si on produit, comme je vous disais, sinon si on produit du chaud ou du froid. Et donc les sols vont se régénérer thermiquement. Peut-être si on peut voir à titre de comparaison, une installation de géothermie, elle va avoir 4 fois moins d'émissions que des convecteurs électriques, 14 fois moins qu'une chaudière au gaz naturel, 19 fois moins qu'une chaudière au fioul. Tout ça pour satisfaire évidemment les mêmes besoins en chauffage. C'est un peu les chiffres. Donc voilà, on est vraiment sur une énergie qui est verte.
La géothermie, elle va être compétitive sur le coût de l'énergie, puisque, comme vous l'aurez compris, peut-être, je ne sais pas si à quel point j'ai pu assez l'appuyer, mais en fait, vu qu'on va puiser la majeure partie de la chaleur qu'on va produire, on va la puiser dans le sol et on a juste le compresseur qui va un peu consommer de l'électricité. Mais en fait, si on peut parler de coefficient de performance, je pense que c'est ce qu'on abordera un peu plus dans les retours d'expérience. Mais voilà, on peut avoir des gros coefficients de performance qui font que voilà, la majorité de la chaleur qu'on va produire, elle vient du sous-sol. Et donc, on va être évidemment indépendant, un petit peu indépendant des variations des coûts des énergies fossiles. En contrepartie, évidemment, on va avoir un coût complet mais qui est intéressant par rapport aux autres énergies, malgré le fait qu'on a un investissement initial, évidemment, qui va être supérieur à celui des énergies conventionnelles que j'ai pu citer, l'électricité, le fioul, le gaz, puisqu'en fait, le fait de faire des forages voilà, va être coûteux. Mais en fait, si on prend voilà, si on prend en compte, il faut prendre en compte l'entièreté de l'installation et puis voilà les économies que ça permet derrière en termes d'opérationnel. En fait, on va avoir au global un coût complet qui est très intéressant. Et bon, je mentionnerai après, mais notamment si on va chercher les différents dispositifs d'aide qui existent, là vraiment on est sur une énergie qui est clairement compétitive comparée aux autres énergies qui sont disponibles. Donc c'est une énergie qui va être aussi très, très discrète, hein, parce qu'en fait, la mise en œuvre de la géothermie, elle va demander une certaine surface de terrain pour pouvoir justement venir faire les forages. Si on veut faire plusieurs sondes, il va falloir les espacer un minimum et pour pas qu'elles aient voilà, qu'elles puissent venir qu'elles aient un impact l'une envers l'autre, donc pour vraiment pouvoir puiser l'énergie du sol. Donc il faut un certain terrain, une certaine surface de terrain, mais en fait on peut très clairement envisager des opérations même dans une zone urbaine très dense parce qu'on a toujours des solutions. Voilà, des fois on peut envisager la géothermie, c'est-à-dire on peut placer les sondes sous un parking qui est existant d'une résidence, par exemple. Enfin voilà, on va voir, je pense avec justement les retours d'expérience, comment la géothermie elle peut venir s'inscrire même en zone urbaine très dense. Et en fait, une fois que les travaux sont réalisés, les forages ils sont invisibles, tout est dans le sous-sol, on n'a pas de bruit, pas d'odeur. Le local technique, il est de taille assez modeste, hein, parce qu'on n'a pas en fait de stockage de combustible. Donc en fait, les installations de géothermie, ouais, voilà, on va pouvoir les inscrire dans des locaux. Des locaux, par exemple, lors d'une rénovation, on va pouvoir venir remplacer une chaudière gaz et ça ne va pas demander beaucoup plus de place que prenait une chaudière gaz ou une chaudière au bois. Enfin, voilà, c'est vraiment une énergie qui va être très discrète en termes d'installation. Ensuite, c'est une énergie qui va être fiable, durable, parce qu'en fait, les technologies qu'on met en œuvre, donc déjà les systèmes de captage, les sondes, les forages, en fait, ils peuvent très facilement avoir une durée au-delà de 100 ans. Hein. C'est une fois qu'on a fait nos forages et qu'on a nos installations, on a évidemment de la maintenance. Hein. Mais ces installations, elles sont voilà, très robustes et assez simples dans le temps. On a les pompes à chaleur qu'il va falloir évidemment changer, comme des pompes à chaleur aérothermiques, donc qui ont des durées de vie aux alentours de 25 à 30 ans. Mais après, les forages en eux-mêmes, voilà, ils ont des très longues durées de vie. La géothermie, si on peut apporter en plus, c'est qu'elle souvent, enfin voilà, elle apporte un confort thermique qui est quand même, voilà, elle apporte une chaleur qui est assez douce, homogène. C'est souvent ce qu'on entend dans les retours d'expérience qu'on peut avoir, parce qu'en fait, souvent on l'associe aussi à des émetteurs un petit peu plus basse température et qui vont être donc typiquement des planchers chauffants, des ventilos-convecteurs. Donc ça va permettre d'avoir une chaleur beaucoup plus agréable dans le bâtiment. On le verra notamment peut-être avec le retour d'expérience de NEPAD qu'on va voir en fin de webinaire, où on verra que voilà, ça a son importance donc quand on vient rénover un bâtiment ou même sur de la construction neuve, le confort thermique que ça peut apporter comparé à du chauffage par le gaz ou le fuel et puis des radiateurs très haute température qui vont donner une chaleur beaucoup moins homogène et agréable pour le logement.
En termes d'avantages, du coup, on a aussi tout ce qui va toucher du coup au chaud et au froid. Donc la géothermie, elle permet de produire du chaud et du froid. Donc c'est quand même un gros plus quand on envisage une rénovation d'un bâtiment, par exemple, puisqu'en fait, évidemment, avec le réchauffement, on va être de plus en plus contraint et de pouvoir installer tout ce qui va permettre justement le confort d'été, donc de la climatisation ou du rafraîchissement d'une quelconque manière. On n'a pas l'effet d'îlot de chaleur, comme je vous le disais. On a la géocooling qui va permettre justement de rafraîchir des logements à vraiment moindre coût. Et donc, ce stockage intersaisonnier aussi, donc, que je rappuie, voilà, qui permet d'augmenter en fait les performances au global de l'installation, puisque en fait voilà, ça va permettre de stocker la chaleur qu'on va pouvoir produire l'été quand on veut produire la climatisation, rejeter la chaleur dans le sol et inversement l'hiver. Donc voilà, on a vraiment ces vertus-là. En termes de conditions de réussite, si on peut quand même faire le tour là-dessus. Donc, comme je vous disais, l'investissement initial, donc voilà, c'est quand même un coût d'entrée anticipé, hein. Les installations de géothermie, elles nécessitent un coût d'entrée plus important que les systèmes conventionnels. Ce surcoût, il est lié au forage, aux équipements spécifiques qu'on utilise, et après, parce qu'on a aussi des études qui sont nécessaires, évidemment, on doit faire une étude de faisabilité quand on envisage une installation de géothermie pour vraiment pouvoir répondre de manière adéquate aux besoins des bâtiments et adapter en fonction les systèmes par rapport aussi à la géologie du sol. Donc voilà, c'est un tout qui fait que voilà, on a un petit surcoût d'entrée, mais voilà, qui va être largement amorti dans la durée grâce au très faible coût d'exploitation. La surface disponible, c'est voilà, c'est pour le champ de sonde. Donc, selon la technologie choisie, ce que je disais, c'est que si on fait des sondes géothermiques, il va falloir disposer d'une surface suffisante. Et donc, en zone urbaine très dense, on a des solutions qui existent pour pouvoir répondre à ces besoins-là des installations de géothermie. Une clé de réussite, c'est évidemment le bon dimensionnement des installations, hein. L'idée, c'est d'éviter de surdimensionner, parce que surdimensionner, ça veut dire peut potentiellement avoir des surcoûts, parce que si on a fait trop de forage plus que nécessaire, on aura un clair surcoût. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir dimensionner au plus juste. Donc, notamment grâce aux études, donc l'étude de faisabilité qui est réalisée en amont et qui permet justement d'éviter ces écueils. Et de la même manière, il faut éviter de sous-dimensionner parce que si on sous-dimensionne à la fois, par exemple, notre installation de captage de la chaleur dans le sol, si on sous-dimensionne, on va surexploiter à quelque part les capacités du sol. Et du coup, là, par contre, le sol va peut-être moins bien se régénérer. Et donc, on risque d'avoir une dégradation des performances. Mais voilà, dès lors qu'on fait une étude de faisabilité, donc ce qui est évidemment recommandé, on évite évidemment ces écueils. Donc, notamment les conditions de réussite, ça tient aux études préalables qui sont indispensables pour sécuriser le projet. Voilà, comme j'ai pu l'appuyer avec voilà, évidemment un coût pour ces études et des délais qui sont rajoutés, mais qui sont à intégrer dans la planification d'un projet global. Et en fait, ces études, de la manière, on le verra après, mais ces études, elles sont aidées. On dispose de subventions voilà, pour venir diminuer un peu le coût que ça peut avoir pour un maître d'ouvrage. Et ensuite, les conditions de réussite, c'est aussi une maintenance donc, qui va être assurée par des professionnels qualifiés. Souvent, c'est l'installateur l'installateur de la géothermie qui va venir donc assurer la maintenance et ça va permettre notamment de garantir la performance sur la durée. Donc voilà ce qui concerne un peu les conditions de réussite à prendre en compte, on va dire, pour envisager de la géothermie. Sur les étapes d'un projet de géothermie, donc comme je vous l'ai dit, donc l'idée c'est qu'on a évidemment une première phase où on va réfléchir à la pertinence ou pas d'une installation. Il va falloir réaliser donc une étude de faisabilité. Donc voilà, l'idée c'est de pouvoir réaliser cette étude de faisabilité et en amont de ça, on a la possibilité d'effectuer des demandes d'aide financière. Donc c'est les petites étoiles qu'on a. On a plusieurs moments où on va pouvoir demander des études, des aides financières.
À l'amont de cette étude de faisabilité, on va même pouvoir réaliser déjà quelque chose qui va être peut-être un petit peu moins engageant, mais une analyse d'opportunité auprès de relais qui sont présents au niveau de chaque département, donc, qui sont le réseau chaleur renouvelable et qui sont présents pour les maîtres d'ouvrage. Donc j'en parlerai un peu plus tard, mais voilà, on a ces relais qui sont présents pour pouvoir déjà apporter une analyse d'opportunité avant même de s'engager dans une étude de faisabilité. Et l'idée, c'est qu'après, une fois qu'on aura fait cette étude de faisabilité, on va pouvoir passer à la partie réalisation de l'installation et pouvoir exploiter après notre installation. Et on aura évidemment des aides à demander aussi en amont de la réalisation de l'installation pour pouvoir obtenir voilà, des subventions sur ces installations. Alors, je vais un peu accélérer puisqu'on n'est pas en avance. Je Du pense, coup, Johan, oui, qu'on peut conclure sur ta présentation ok, et indiquer que de toute façon, les ressources seront mises à disposition. On pourra revenir dessus dans les questions-réponses éventuellement. absolument. Donc Merci. oui, le reste, en fait, la majeure partie du reste que j'avais à vous dire, ça concerne surtout des ressources que vous pouvez avoir en Occitanie et sur les différents sites d'information que sont le site national de référence géothermie.fr et aussi le site de l'animation géothermie. Donc voilà, on a tout un tas de ressources à ce propos. Alors peut-être je vais juste quand même me permettre de mentionner ce qui va concerner la partie économique et les aides. Donc la partie économique, on va la traiter largement avec les retours d'expérience. Donc, voilà, je vais pas venir vous en parler plus largement, mais en termes de mécanismes d'aide, on a des dispositifs publics que sont donc à travers le fonds chaleur de l'ADEME, on va avoir des aides pour les études, donc comme je vous ai mentionné. Donc ça, je vous invite à vous renseigner sur les sites de l'ADEME, donc notamment le site Agir, qui permet d'avoir les différents systèmes d'aide en cours. Et ensuite, on va avoir des systèmes d'aide pardon, pour la réalisation, donc à travers l'ADEME, le Fonds Chaleur, la région Occitanie aussi qui dispose de systèmes d'aide, et le FEDER, donc le Fonds européen. Et en fait, ce que je vais appuyer surtout, c'est en ce début d'année, on a donc le dispositif des certificats d'économie d'énergie, les C2E, qui s'est largement renforcé pour la géothermie, avec deux nouvelles fiches dédiées à la géothermie, une pour le résidentiel collectif, une pour le tertiaire. Et en fait, ces systèmes d'aide, ça va être ceux qui vont être, voilà, si je peux dire, vraiment privilégiés aujourd'hui quand on va envisager un projet de géothermie. Et on va avoir des systèmes d'aide vraiment très intéressant. Donc, ce que vous voyez en bas, on va avoir des bonifications dans le cas où on va remplacer l'ancien système qu'on pouvait avoir sur un bâtiment par un nouveau, par de la géothermie. On va vraiment avoir, on peut espérer obtenir de gros niveaux d'aide et de subventions grâce au C2E. Notamment, on va pouvoir cumuler aussi avec le fonds chaleur jusqu'à hauteur de 65%. Mais avec les C2E, on va même pouvoir aller, si on va chercher uniquement des C2E, on va pouvoir aller au-delà, même des fois dans certains cas, de ces montants-là. Donc voilà, je vous invite vraiment à vous renseigner si jamais vous avez des installations de géothermie, puisque vraiment c'est une opportunité depuis ce début d'année sur des systèmes des C2E. Et puis voilà, les ressources que je vous disais, le site national géothermie.fr avec un espace cartographique, le site de l'animation géothermie avec des retours d'expérience, un annuaire des acteurs de l'écosystème, le réseau chaleur renouvelable quand même que je vais un petit peu appuyer, donc qui est très important en Occitanie. On a des relais au niveau de chaque département, ce que je vous ai dit tout à l'heure, qui sont là pour accompagner les maîtres d'ouvrage privés et publics, qui vont du coup donner de l'information, des conseils qui sont objectifs, neutres et gratuits sur la chaleur renouvelable, parce qu'en fait, ce sont des postes qui sont financés par l'ADEME et la région, et donc qui sont là dans le but vraiment de pouvoir développer un petit peu plus la géothermie, et donc qui sont là pour les maîtres d'ouvrage, et c'est eux qui vont pouvoir réaliser un premier niveau, on va dire, d'analyse d'opportunités techniques et économiques, voilà, pour permettre d'envisager une solution de géothermie, et après on pourra envisager donc pouvoir faire des études de faisabilité plus largement.
Et sinon, pour juste la suite, on vous rementionnera à la fin, mais un peu les rendez-vous géothermie à venir, c'est notamment la visite d'une opération de géothermie à Toulouse qui sera dédiée justement toujours au réseau Envirobat et donc plus largement aux acteurs du bâtiment. Donc c'est à venir, on n'a pas fixé de date encore, mais vous aurez la date et le lien d'inscription qui vous sera communiqué très prochainement. Donc ça sera sur la période de mai-juin, fin mai, début juin 2026. Vous aurez la possibilité, suite à ce webinaire, de pouvoir justement visiter une opération. Et après, on a d'autres événements que sont la journée de rencontre régionale géothermie qu'on organise au niveau de l'animation géothermie et un cycle de webinaires nationaux sur la géothermie qui est organisé en partenariat avec l'AFPG, l'Association française des professionnels de la géothermie, qui aura lieu le 22 et 27 et 29 mai 2026. Donc là, je vous invite, voilà, si vous voulez creuser davantage le sujet de la géothermie, je vous invite à pouvoir participer à ces webinaires. On aura toutes les informations qui seront données sur le site de la FPG et a priori, vous recevrez aussi les communications. Peut-être qu'on prendra le temps de questions-réponses à la toute fin. On fera un global entre retour d'expérience et ma présentation, si ça vous va. Je pense qu'il y a des réponses qui vont arriver avec la présentation, notamment. Ok, Donc, voilà. Donc on c'est va pour ça. enchaîner. Donc je vais laisser la main justement donc à la partie retour d'expérience. Donc je vais notamment laisser la main à Bioénergie Diffusion, donc à travers donc Jean-Pierre Guérin et Yvan Lazare qui vont voilà nous présenter 2 retours d'expérience donc qui sont sur lesquels ils ont pu installer de la géothermie. Et voilà, je vous laisse la main. Très bien, merci Johan. Jean-Pierre Guérin, donc je suis responsable du développement commercial pour Bioénergie. Et bonjour Yvan Lazare, donc dirigeant associé chez Bioénergie Diffusion. Juste peut-être en 2 mots pour présenter l'entreprise. On est un installateur de géothermie, donc qui propose des systèmes géothermiques clés en main, les forages en sous-traitance et la chaufferie géothermique qu'on réalise en interne. Ça fait un peu plus de 20 ans qu'on existe et sur 20 ans, on a réalisé à peu près 1000 installations géothermiques dans tout le sud-ouest. Donc, on travaille dans la totalité de l'Occitanie et dans tout le sud de la Nouvelle-Aquitaine. Donc aujourd'hui, donc on est un acteur qui agit beaucoup sur la filière et on a la spécificité de faire seulement de la géothermie, que de la géothermie. Mais par contre, sur tout le scope des potentiels maîtres d'ouvrage, de la maison individuelle de 150 mètres carrés à des bâtiments tertiaires ou industriels de plusieurs milliers de mètres carrés, en passant bien sûr par le marché public. Et je vais donner la main à Jean-Pierre, du coup, pour le retour d'expérience. Voilà, donc on va vous présenter 2 retours d'expérience qu'on a sélectionnés dans ce cadre-là de ce webinaire. Je pense qu'ils sont tous les 2 très très intéressants pour illustrer justement tout l'intérêt de la géothermie et pour parfois même vous montrer en fait comment la réalité finalement va à l'encontre de certaines idées reçues. Je pense en particulier donc au premier retour d'expérience pour un immeuble donc sur 10 étages en plein centre-ville de Toulouse. Vous allez voir effectivement comment on a pu réaliser des forages dans un lieu qui, comme ça, a priori, pouvait sembler un petit peu compliqué pour la géothermie. Et le deuxième retour d'expérience dans le Tarn, entre Albi et Gaillac, pour rénover le système de chauffage d'un EHPAD et apporter du rafraîchissement qui n'existait pas à l'époque. Donc, on peut passer à la slide suivante. Voilà. Donc, le premier retour d'expérience, comme je vous disais, donc en hypercentre de Toulouse, bon, pour ceux qui connaissent un petit peu, donc on est tout près de la gare Matabio, donc le long d'un boulevard. Vous voyez l'immeuble sur la droite, donc 10 étages. Donc, immeuble, on va dire, le propriétaire de l'immeuble, c'est ICF Habitat, SNCF Habitat, donc qui propose des logements pour ses employés. Et donc, depuis déjà, enfin, le bâtiment est assez ancien. Et sur ce bâtiment, on est passé du gaz collectif à de la géothermie collective. Donc, on a gardé le local chaufferie existant, mais on a remplacé les chaudières gaz par des pompes à chaleur. Et comme vous allez le voir, on a pu réaliser des forages sur l'arrière du bâtiment. Donc, on va pouvoir enchaîner avec la planche suivante.
Et avant de passer la main à Audrey, qui va vous présenter le projet dans son contexte, raconter un petit peu l'histoire et pourquoi finalement ICF Habitat c'est Atlantique s'est intéressé à la géothermie. Donc juste pour dire effectivement qu'il s'agit de 20 appartements, tête type 3, 4, bâtiments construits en 64. Et comme je l'ai dit, qui était équipé de gaz. Et donc, finalement, comment dire, l'objectif principal qui a été visé par le propriétaire de l'immeuble, c'était vraiment de revaloriser les usages de la performance énergétique. Et en fait, il y avait vraiment une rénovation qui était globale, mais la géothermie était vraiment essentielle pour arriver à atteindre les objectifs que s'était fixé le propriétaire. Donc, je laisse la parole à Audrey. Merci Jean-Pierre et bonjour à tous. Donc oui, alors ce que disait Jean-Pierre, donc en fait c'est une rénovation qu'on a menée il y a une quinzaine d'années sur un immeuble qui datait de la fin des années 50 et qui avait jamais subi de rénovation lourde et donc qui présentait à la fois un enjeu patrimonial et un fort besoin de rénovation. Ce qui était super pour l'équipe de maîtrise d'œuvre. Donc l'architecture était portée par Seuil, l'agence Seuil Architecture, et nous on est intervenu Technisphère en tant que bureau d'études fluides. Et en fait, le maître d'ouvrage nous a laissé une grande liberté dans les propositions pour restructurer ce projet-là, avec 3 grandes orientations: améliorer le confort, améliorer la performance énergétique et redonner un peu une image architecturale à ce projet. Donc sur le confort d'usage, le projet a été mené en faisant un diagnostic, en ayant un fort échange avec les habitants pour identifier les pathologies et leurs besoins. Donc là-dessus, voilà, on a travaillé sur des interventions ciblées de remise à niveau, esthétique, réglementaire, etc. Sur le plan énergétique, il y avait une vraie volonté d'exemplarité. Et à l'époque, enfin, c'était quand même il y a une quinzaine d'années, on était un peu, on démarrait un peu sur ces sujets photovoltaïque, géothermie. Et donc, on est allé faire des sujets qui n'étaient pas forcément très développés à l'époque. Et donc, on a travaillé sur plusieurs leviers complémentaires pour faire de ce bâtiment un sujet d'exemplarité énergétique. D'abord, on a travaillé sur l'amélioration de l'enveloppe thermique avec une isolation complète par l'extérieur pour limiter les déperditions et les besoins. On a couplé ça avec une réhabilitation du système de ventilation en mettant en place une ventilation mécanique contrôlée pour maîtriser la qualité d'air et les consommations qui vont avec. Mais en effet, le sujet central, ça a consisté au remplacement du système énergétique qui existait par chauffe-gaz collectif pour le chauffage et par cumulus électrique individuel pour les logements, par un système de géothermie sur sonde verticale, voilà, qui assurerait l'ensemble du chauffage et de la production d'eau chaude sanitaire de l'immeuble. La réduction des déperditions par le traitement de l'enveloppe nous a permis de conserver toute la distribution et l'émission de chauffage existante. Donc on a conservé les réseaux, on a conservé les radiateurs. Donc on a remplacé finalement la production existante par de la géothermie. En effet, la réalisation des fourrages avait été un sujet parce que on s'est demandé où on pouvait les mettre et comment on allait les réaliser. La seule possibilité pour ce projet-là, c'était un parking qui était à l'arrière de l'immeuble, qui était contraint à double titre parce que on n'avait pas une place immense. Donc, il fallait quand même pouvoir implanter les forages en respectant les distances d'implantation entre les forages eux-mêmes, entre les forages et les arbres ou entre les forages et les limites de propriété. Et contraint aussi en termes d'accès parce que ce parking il se trouvait à l'arrière de l'immeuble et pour y accéder, il fallait passer sous un porche qui était assez contraint en termes de largeur et de hauteur pour passer les foreuses. Donc voilà, ça a été une réussite, mais ça a été quand même des réflexions pour pouvoir adapter le projet en répondant à ces contraintes-là. Donc je le disais, le projet a aussi intégré du photovoltaïque en pignon sud, on le voit un petit peu sur la photo de la façade, sur une partie qui n'était pas dans le champ constructible des voisins, pour être sûr que s'il y avait des surélévations à côté, elle ne créerait pas d'ombrage sur ce champ-là. Et alors sur le volet architectural, finalement, l'isolation extérieure et le retraitement de la peau extérieure du bâtiment, ça a été aussi l'occasion de retravailler les façades avec une écriture un peu plus contemporaine.
Côté canal, en fait, on avait des balcons qui étaient en retrait, comme les immeubles des années 60, qui n'étaient pas très agréables parce que petite surface et pas très bien utilisée. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a fermés, on en a fait des loggias. Comme ça, on les a vraiment intégrés dans le traitement de l'enveloppe extérieure pour qu'ils puissent être utilisés finalement en surface complémentaire en toute saison. Et on a recréé des terrasses à l'extérieur, donc venant en débord, qui permettent de gagner en confort parce que d'avoir des terrasses suffisamment dimensionnées, ça jouait aussi le rôle de protection solaire pour les vitrages qui étaient en dessous et ça a permis voilà, de dynamiser un petit peu cette façade. Donc finalement, l'enjeu, avant de repasser la main à Jean-Pierre, c'était de transformer un bâtiment ancien, peu performant et peu valorisé, en un ensemble résidentiel plus confortable, plus durable et plus attractif. Très bien. Donc, merci Audrey. On va voir maintenant quelques images, tout d'abord de la chaufferie, puis ensuite du forage, pour bien illustrer la difficulté qu'il y avait a priori pour les réaliser, comme l'a dit Audrey juste avant. Donc la chaufferie, là, vous voyez cette photo en fait, comme dans le local qui est occupé par la chaudière gaz auparavant. L'installation de 3 pompes à chaleur Viessmann de 21 kW chacune, avec le ballon d'eau chaude centralisé, enfin les ballons, puisqu'il y en avait deux de 750 litres. Et sur la photo de droite, vous voyez le ballon tampon pour le chauffage, qui est un ballon de 750 litres. Donc voilà à quoi ressemble concrètement une chaufferie avec des pompes à chaleur pour un immeuble de ce type-là. On peut passer à la planche suivante pour illustrer le propos donc, pour la partie forage. Vous voyez plusieurs vues. Donc, la photo de gauche, c'est la façade, hein, ce côté boulevard, et on voit bien effectivement l'étroitesse du portail. A priori, passer une foreuse dans un portail qui est d'accès en fait, hein, au parking qui est à l'arrière, ça semblait pas forcément si évident que ça. Et sur la photo en haut, au milieu, vous voyez donc d'une part sur la gauche le boulevard et vous voyez sur la droite le parking à l'arrière qui est entre l'immeuble et la voie ferrée qui est juste à côté. Vous voyez aussi sur la photo en bas le même parking, mais vu des voies ferrées. Et sur la photo de droite, vous voyez en opération la foreuse. Bon, la vue est peut-être pas si facile que ça, enfin, peut-être pas facile que ça de voir la foreuse, mais ça vous donne quand même une idée de l'étroitesse, on va dire, du lieu. Et il a été donc possible, malgré tout, de réaliser 7 forages d'à peu près 100 mètres de profondeur sur ce parking à l'arrière. Mais c'était un challenge, mais finalement, qui a été tout à fait rempli. Voilà, notez qu'à l'époque, la réglementation de minime importance nous limitait à 100 mètres, et c'est cette réglementation-là qui est passée à 200 mètres. Donc, probablement que si on le refaisait aujourd'hui, ben, on aurait fait des forages qui seraient plus profonds, bien sûr. D'accord. Alors, concernant le bilan énergétique sur cette opération, donc vous pouvez voir sur la partie principale en haut à droite là, le bilan global en fait, où on distingue à gauche la partie, on va dire, énergétique pour la pompe à chaleur, donc 47 800 kWh. 128 700 kWh, il s'agit de la chaleur qui est prélevée dans le sol par les forages. Donc ça, évidemment, par définition, c'est de la chaleur extraite du sol, donc qui est gratuite, pour arriver finalement à fournir une énergie utile de 176 500 kWh à l'année. Ce qui finalement donne un coefficient de performance de l'ordre de 4,4. Ça, c'est le dernier relevé qui a été fait l'an dernier. Le COP de 3,7 qui est mentionné plus haut, en fait, c'était intermédiaire et donc tout n'était pas réalisé à cette époque-là. Donc voilà, à retenir que sur cette opération, il y avait un coefficient de performance de l'ordre de 4,5. On est sur radiateur, je le rappelle, et donc sur des températures qui ne sont pas les plus basses. On aurait eu évidemment un coefficient de performance encore plus important si il y avait eu, par exemple, des planchers chauffants. Mais voilà, donc ce sont des performances qui sont exceptionnelles comparativement évidemment à la solution précédente. Si on peut passer à la planche suivante, on va présenter donc le bilan financier de l'opération. Le prix d'installation, donc l'investissement, donc on était en 2012, hein, il y a déjà un petit moment, donc 138 000 euros, et qui a été subventionné donc par l'ADEME, la région, à hauteur de 56%. Et puis, donc, le reste à charge sur cette opération était d'un peu moins de 60 000 euros. Les factures d'électricité, donc les consommations,
constatées. Il s'agit vraiment de factures. Pour tout l'immeuble, on est sur des factures de l'ordre de 4 500 € à l'année. Donc, si on ramène ça à chacun des appartements, il y en a 20, je rappelle, de type 3 et 4, le coût annuel est de l'ordre, pour chauffage et eau chaude sanitaire, bien évidemment, de l'ordre de 200, un peu plus de 200 € par an. Et vous avez le détail sur la partie gauche. Donc, on peut quand même souligner qu'effectivement, l'économie réalisée en 10 ans, donc 2013 à 2024, est de l'ordre de 150 000 €. Donc, évidemment, vous pouvez comparer ça à l'investissement qui a été réalisé et voir à quel point, donc là, sur cette opération, le retour sur investissement a été très rapide. Alors, je vais avant de laisser la parole à Audrey, juste les éléments si on doit faire ressortir un ou deux points vraiment remarquables sur ce projet et spécifiques à ce projet, c'est, comme je l'ai dit précédemment, la réalisation des forages, qui n'était pas une évidence au départ. Il a fallu un peu se creuser la tête, mais en fait, ça a été possible. Et donc, c'était vraiment un élément qu'il faut retenir parce qu'on est vraiment en hypercentre de Toulouse. Et en fait, vraiment, cette réalisation va à l'encontre de l'idée reçue que on ne pourrait pas réaliser de géothermie en hypercentre. Et en fait, voilà, la réalité, on vous l'a présenté, c'est pas possible dans tous les cas, mais c'est possible dans de très, très, très nombreux cas. Et deuxième point, effectivement, qu'on peut mentionner ou mettre en avant, c'est que sur cette opération, la géothermie a été évidemment tout à fait majeure pour l'atteinte des objectifs qui a été fixé au départ par la maîtrise d'ouvrage et d'œuvre. Donc, Audrey, je te laisserai la parole peut-être pour revenir sur un ou deux points si tu le souhaites, mais on peut citer effectivement deux personnes, donc Madame Dodijos, qui était la directrice de l'agence à l'époque, en fait, qui effectivement, s'agissant pour elle aussi de mentionner un point remarquable du projet, et en fait, elle s'est intéressée à la facture payée par les locataires, et effectivement, les locataires, quand ils ont constaté que leur facture était divisée par deux, ils étaient plutôt contents. Et puis, M. Castilleur, donc le responsable technique, lui a souligné un point qui, au-delà de ce seul projet, parce qu'ICF Habitat a pu réaliser plusieurs projets de géothermie sur plusieurs immeubles, et en fait, il n'a jamais constaté de problème en termes de mise en œuvre des projets, de réalisation des projets de géothermie. Et pour lui, c'était un élément assez remarquable aussi. Audrey, si tu veux apporter juste une conclusion, si tu le souhaites. Oui, alors c'est un peu ce que disait Jean-Pierre. Donc, je pense que ce qu'on peut retenir, c'est qu'on a réussi à implanter des forages quand même dans un environnement urbain très contraint. On a remplacé l'énergie sans toucher l'émission, alors possible par le retraitement de l'enveloppe. C'est une installation qui a 15 ans. À l'époque, en tout cas, nous, on avait assez peu de recul. De retour d'expérience, on peut constater aujourd'hui, 10 ans, 15 ans après, que c'est une installation qui fonctionne bien. Donc, c'est un retour d'expérience quand même qui est assez positif. Donc, ça montre qu'on peut réhabiliter un bâtiment à la fois en alliant la technique, l'environnement et l'architecture, tout en restant compatible avec un site occupé, parce que les travaux sont réalisés en site occupé, et des contraintes d'un patrimoine existant. Très bien. On va vous présenter maintenant le deuxième retour d'expérience, donc un EHPAD situé dans le Tarn, donc entre Albi et Gaillac, et donc qui a été mis en service en 2022. Donc du fait du Covid, la mise en service a été s'était étalée un petit peu, mais par contre, elle était complètement, cette installation en service en 2022. Donc il s'agit on va le voir sur la planche suivante, et je laisserai la parole à Nadia Bousquet, donc la directrice de l'établissement, qui va nous présenter un petit peu le projet et l'histoire, son origine. Mais disons qu'il s'agit effectivement d'un grand bâtiment, un grand ensemble de bâtiments, quand même 4500 mètres carrés, qui héberge 96 résidents et dans lequel travaillent une centaine de personnes qui, elles aussi, ont bénéficié, on va dire, du bénéfice, donc ont bénéficié de la géothermie également. Donc Nadia, je te laisse la parole, si tu veux bien revenir sur le projet. Merci Jean-Pierre, bonjour à tout le monde. Effectivement, ce projet est né en 2018 dans ma tête quand j'ai pris le poste de directrice et que j'ai vu quelles étaient les consommations électriques, puisque nous avions une résistance dans les sols comme chauffage, comme système de chauffage.
quelque chose d'un peu, enfin, comment dire, expérimental. Et on avait aussi une chaudière au gaz une chaudière au gaz pour l'eau sanitaire, qui en plus avait un retour de boucle beaucoup trop long et avec des températures dangereuses, on va dire. Donc, en 2019, j'ai connu Bioénergie. Donc, on a parlé du projet à la mairie qui est notre propriétaire. La mairie a été emballée au point de me permettre de faire des travaux sur sol d'autrui et de me diminuer d'autant enfin de l'annuité de l'emprunt que nous avons fait de loyer. Voilà, c'était un gagnant-gagnant, une opération gagnant-gagnant. Et du coup, ben, ça m'a permis d'être assez, comment dire, sereine par rapport au montage du dossier avec Bioénergie, n'étant pas moi soumise au marché public. Hein, ça m'a quand même fait gagner du temps. Voilà. Après, de l'argent aussi, puisque quand même, on a travaillé là-dessus aussi. Et donc, en 2019-20, on a commencé les premiers travaux. Vous comprenez bien qu'avec le Covid, ça a été compliqué. On avait des scaphandriers à des moments qui avaient le droit de rentrer pour faire des travaux. Ils ont été exemplaires, les ouvriers, là. Et on a fini vraiment en 2022 en rajoutant, donc, en mettant des ventiloconvecteurs dans la plus grande partie du bâtiment, en se servant d'un plancher chauffant avec circulation de liquide qui lui, a un problème de performance et qu'il faudra améliorer, et en s'apercevant que les premiers convecteurs installés étaient, leur thermostat était neutralisé par la puissance des grille-pains des salles de bain. Donc j'ai fait enlever les grille-pains et Bioénergie a mis des sèches-serviettes branchées directement sur la géothermie. Donc, ce ne sont pas des radiateurs électriques, hein, il y a juste une circulation d'eau. On les ferme l'été parce que sinon ils condensent, mais l'hiver c'est très agréable et voilà. Donc il y a zéro problème de confort dans les salles de bain. Donc voilà, tout ce projet, ça a été quelque chose d'exemplaire enfin, qui est la fierté de notre conseil d'administration, effectivement. Du jour au lendemain, le personnel a travaillé dans des conditions l'été qui ne connaissaient pas avant, puisque toutes les pièces de la maison de retraite ont été connectées, sauf le garage, on comprend pourquoi. Et on a une cuisine centrale qui, elle, ne pouvait pas être équipée avec la géothermie. Voilà. Donc, toutes les pièces, tous les bureaux, où qu'on soit, les couloirs, tout a été équipé. Voilà. Donc, c'est un gain de confort. Financièrement, Jean-Pierre vous expliquera, ou Monsieur Lazare vous expliquera quels sont les gains qu'on a eus. Effectivement, d'autant plus que les tarifs d'électricité se sont envolés, donc c'était le moment de trouver quelque chose pour économiser un peu d'énergie. Et ensuite, donc, on s'est permis on peut se permettre de mettre la température entre 23 et 25, c'est une fourchette, toute l'année. Voilà. Il n'y a pas, c'est la même température dans la maison de retraite toute l'année. Voilà. Merci Nadia. Du coup, Merci. Jean-Pierre. Alors, en fait, Yvan va vous présenter le projet. Je vais prendre la suite. Donc, c'est vrai que le projet techniquement était assez challengeant parce que nous, on a un peu deux cadres où on vient intervenir sur des bâtiments. Soit on a déjà un système de chauffage central via une chaudière gaz ou une chaudière fuel qu'on vient remplacer et on vient brancher la géothermie sur les émetteurs existants. C'est ce qu'on a fait dans l'exemple précédent. Soit quand on a un système de production électrique, mais on est obligé de créer un système de chauffage central. En l'occurrence, quand on est dans des EHPAD, eh bien, on vient installer un système sur la base de ventiloconvecteurs, et c'est ce qu'on a fait dans ce cas-là. Donc, c'est plus cher à l'investissement, ça c'est sûr, d'autant plus que les réseaux de ventiloconvecteurs ne sont pas couverts ou aidés par l'ADEME. Mais par contre, l'électricité et les convecteurs électriques étant aussi plus chers à utilisation que du gaz, en fait, d'un point de vue retour sur investissement, en général, on s'y retrouve. Donc, pour l'EHPAD en question, il y a 3 chaufferies qui ont été créées. Donc, 2 chaufferies qui sont à destination du chauffage, l'une pour l'EHPAD, l'autre pour le patio. Donc, la principale étant bien sûr celle de l'EHPAD avec 3 packs de 50 kW pour le chauffage. Et la production de froid qui est faite en 100% géocooling, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'utilisation de froid actif sur l'EHPAD et on arrive à couvrir la totalité des besoins de froid seulement avec le système passif que Johan vous évoquait auparavant.
Et on a une chaufferie qui est dédiée à l'eau chaude sanitaire avec un ballon de 1500 litres et deux packs de 20 kilowatts qui, elle, produit l'ensemble de l'eau chaude sanitaire hein, sans appoint pour la totalité de l'EHPAD. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on est capable, sur les historiques de consommation, de déterminer très précisément combien est-ce qu'on a consommé pour chacune des zones et pour l'eau chaude sanitaire. Alors, pour vous montrer un peu plus à quoi ça ressemble, hein, une chaufferie géothermique, donc ici on est sur trois pompes à chaleur de 45-50 kW, donc des pompes à chaleur Viessmann. Il faut noter qu'il y a pas mal d'éléments spécifiques à prendre en compte quand on vient travailler dans des EHPAD, et notamment concernant le maintien de service et la capacité, même avec une partie du système en panne, de continuer à répondre à la totalité des besoins de l'EHPAD. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quasiment tous les EHPAD ont des groupes électrogènes de secours pour, en cas de coupure de courant, pas se retrouver sans énergie. Et la géothermie a un intérêt notamment sur cet aspect-là, comparé aux pompes à chaleur aérothermiques, c'est qu'une pompe à chaleur aérothermique, en cas de très fort froid, elle a un coefficient de performance, un rendement qui s'effondre et donc des consommations électriques qui augmentent, ce qui n'est pas le cas qu'on a avec la géothermie. Et donc en général, quand on vient travailler en géothermie dans les EHPAD, on n'a pas de remplacement de groupe électrogène à faire. Donc c'est un des éléments qu'on vérifie. Et le deuxième élément qu'on vérifie, la capacité à répondre à la totalité des besoins, même avec une pompe à chaleur qui est en panne. Donc c'est pour ça qu'on privilégie les cascades et qu'on va préférer mettre peut-être 3 ou 4 pompes à chaleur un peu plus petites pour que, quelle que soit la pompe ou quelle que soit la pompe à chaleur qui soit en panne, et ben, on puisse continuer à répondre aux besoins de l'EHPAD. Alors, quand on regarde un peu plus l'emplacement du champ de sonde, dans le Tarn, on est sur des sols qui vont être les mêmes sols sur les quelques dizaines de premiers mètres que ceux qu'on a à Toulouse, c'est-à-dire des marnes aller jusqu'à 70-80 mètres. Et ensuite, on va toucher le socle schisteux à partir de 80 mètres. Donc, c'est des forages qui sont un peu plus techniques à réaliser que ce qu'on a à Toulouse, mais les foreurs régionaux qu'on a sont très performants et ont aucun souci pour réaliser ces forages-là. Il se trouve que sur l'EHPAD, on a réalisé donc 32 forages à 150 mètres en moyenne, parce qu'il y a certains forages où on a eu des profondeurs qui étaient un peu moins élevées, donc ça correspond à une profondeur moyenne. Ce qui est assez intéressant de noter, c'est qu'on a travaillé à l'eau claire dans les forages, c'est-à-dire que dans beaucoup d'installations géothermiques, on travaille à l'eau glycolée pour pour être sûr qu'on n'aura pas de gel du sol. Dans ce cas-là, pour améliorer les performances en géocooling, on a préféré travailler à l'eau claire et aujourd'hui, on a un fonctionnement du fait du nombre de forages qu'on a et du rechargement thermique du sol en été, on a une pérennité des forages qui est garantie et qui dureront facilement 50 ans sans problème. Concernant donc les performances qu'on a issues et extraites de la GTC, donc on est sur un coefficient de performance global sur le bâtiment, donc en eau chaude sanitaire plus chauffage, donc qui correspond aux deux, hein. Bien sûr, l'eau chaude sanitaire, on va plutôt être autour de 3,5 en coefficient de performance et le chauffage, on va être plutôt autour de 4,5 voire 5. Donc on a un coefficient de performance global autour de 4,2. Ce qui veut dire que par rapport à un système de chauffage purement électrique qu'on avait avant, on a divisé la facture par 4, par un peu plus que 4. Donc forcément, pour l'EHPAD, on a un impact financier qui est très positif. Au niveau des consommations, alors donc on a des tableaux semaine par semaine de combien est-ce que l'EHPAD a consommé. Donc pour vous permettre un peu de lire ou de détecter qu'est-ce qui est intéressant à regarder dans ce tableau-là, on a donc pour la chaufferie principale les 3 pompes à chaleur dans les 3 grandes colonnes initiales. Et vous voyez que nos 3 pompes à chaleur, il y en a certaines qui tournent quasiment pas et d'autres qui vont tourner énormément.
Ça correspond à notre philosophie d'utilisation de la cascade en disant que, en fait, on va avoir une pompe à chaleur qui va avoir une consigne très contraignante et qui va fonctionner quasiment 100% de l'hiver. Et les pompes à chaleur numéro 2 et 3 vont ne s'activer que quand il y a vraiment un besoin qui est supplémentaire, quand il fait très froid dehors. Et donc, on va avoir une pompe à chaleur qui va faire beaucoup d'heures, une un peu moins et une quasiment aucune. Et chaque année, au moment de la maintenance annuelle, eh ben, on va inverser l'ordre des pompes à chaleur, bien sûr, pour ne pas en pénaliser une davantage avant les autres. Au global, donc, on voit que la pompe à chaleur numéro 2, qui est la deuxième colonne, elle a quasiment pas tourné pendant l'année. Ça correspond aux besoins qu'on a de redondance, c'est-à-dire que même si on a une des 3 pompes à chaleur qui tombe en panne, eh ben, on est capable de couvrir 100% des besoins avec les 2 qui sont restantes. Je ne vais pas vous détailler le reste, mais on voit que au niveau du nombre d'heures de fonctionnement, on est très largement au-dessus de 1500 heures et on a un peu plus de 2000, enfin, quasiment 2000 heures sur le géocooling. Donc ça correspond aux besoins énergétiques des EHPAD avec des consignes en chaud comme en froid qui sont plus contraignantes que dans du logement plus habituel. On va passer les bilans de performance sur les 2 autres chaufferies parce que c'est à peu près le même principe. Le bilan financier. Voilà, et on va aller directement au bilan financier, donc qui est un bilan financier qui est un peu plus proche des prix qu'on a actuellement, forcément, parce qu'on a eu un peu d'inflation depuis 2012. Donc le bilan financier qui est quasiment à 1 million d'euros, il comprend l'ensemble des forages, de la chaufferie et des ventiloconvecteurs. Et j'insiste sur ce point-là, c'est que vous voyez que parmi les 3 postes qui sont un peu répartis à un tiers, un tiers, un tiers, les ventiloconvecteurs et les postes d'émission en tant que tels sont le plus gros poste finalement. Et quand on est sur des installations, on vient juste faire un changement de chaudière gaz, mais en fait on est plutôt pour un EHPAD autour de 400 à 600 000 euros en fonction de la taille de l'EHPAD. Au niveau des économies par rapport à la référence avant travaux, on gagne environ 60 000 euros par an en électricité. Parce que donc on a un coût global de fonctionnement avec la géothermie qui est de l'ordre de 20 000 euros. Donc ça veut dire qu'on se prémunit des variations en termes géopolitiques qui pourrait y avoir sur le prix de l'électricité qui est quand même indexé au prix du gaz pour tous les clients qui sont en tarif jaune. Et en plus, on a une performance en froid qui aurait fait que dans tous les cas, il y aurait eu un système de production de froid qui aurait dû être installé un jour ou l'autre dans l'EHPAD. Et donc, c'est un investissement qu'il faut retrancher des 1 million d'euros qui sont là. Parce que si on voulait climatiser l'ensemble des chambres de l'EHPAD, on en aurait eu pour plus de 100 000 euros d'installation si on avait été parti sur une clim RR, par exemple. Donc le retour sur investissement en reste à charge, il est de l'ordre de 10 ans, mais quand on vient prendre en compte le fait qu'il y aurait eu des systèmes, il y aurait eu des remplacements de chaudières, il y aurait eu des installations de clim en plus, en fait, on est sur des retours d'investissement qui sont très, très raisonnables et on peut facilement dire qu'on est autour de 5 ans pour un EHPAD une fois qu'on a pris en compte les aides. Je laisse peut-être Nadia Bousquet conclure sur peut-être le retour d'expérience terrain sur le projet. Merci, oui, effectivement. Donc, ce qu'on garde en tête, c'est le confort. On ne se pose pas la question de la température qu'il va faire. On a eu un retour de statistiques sur la mortalité l'été des résidents. En fait, on a remarqué que ça faisait plusieurs étés qu'on a très peu de mortalité l'été, parce qu'ils ne souffrent pas donc, de la canicule. Donc ça, c'était quelque chose qui n'était pas attendu. Et après, c'est vrai que c'est un confort de travail pour le personnel dans les salles de bain, dans les chambres aussi l'été, qui n'est pas, qui est vraiment appréciable. Et les familles, quand elles viennent aussi, elles restent volontiers dans le confort de la maison. Voilà, donc c'est quelque chose, on est très très satisfait de l'avoir fait.
Et en fait, c'est aussi bon, un partenariat avec une entreprise qui a été très très facile parce qu'il y a eu beaucoup de communication. On a compris à chaque fois tout ce qui allait se passer, tout ce qui se voilà, on se sentait vraiment maître de notre projet et en appui avec une entreprise. Et ça, c'est important parce que c'est quand même un monde à part. Voilà. Moi, j'ai beaucoup de casquettes, mais celle-là, je ne l'avais pas. Et du coup, je me suis sentie très à l'aise aussi pendant tout le projet par rapport à ça. Voilà. Et voilà. On ne reviendrait pas en arrière. Merci Nadia. On vous repasse la parole, peut-être Johan et Sandrine. Et on va juste Vas-y, vas-y. dire deux mots, peut-être une petite conclusion. Donc vous avez compris, nous, on est une PME familiale ancrée dans le sud-ouest on cherche à pousser la géothermie parce que c'est quelque chose dans lequel mon père croyait beaucoup quand il a fondé l'entreprise en 2005. Et donc, pas grand monde parlait de géothermie à l'époque. Et aujourd'hui, donc, on a repris avec mon frère. Il y a quelques éléments parce que je sais qu'il y a beaucoup de maîtres d'ouvrage et de bureaux d'études dans l'audience. On a une hotline où on répond de manière complètement gratuite et désintéressée à des questions qu'il pourrait y avoir sur la géothermie. Alors, vous pouvez avoir aussi des accompagnements auprès des missions chaleur renouvelables que vous avez dans le département. Mais il faut savoir qu'à titre gratuit, que ce soit auprès de bureaux d'études, auprès d'architectes ou auprès de maîtres d'ouvrage, nous, on réalise donc des pré-études de faisabilité qui vous permettent, allez, on va dire, d'avoir une enveloppe de travaux et d'imaginer quels pourraient être les travaux à réaliser et où on s'engage, on va dire, à plus ou moins 10% sur l'enveloppe de travaux que vous avez envisagé pour vos projets assez en amont. Et c'est un service qu'on fait de manière gratuite. Et on répond aussi à des questions un peu plus inhabituelles sur est-ce qu'on peut passer une foreuse sous un porche de telle dimension. Voilà, c'est ce genre de choses où on cherche vraiment à apporter du conseil de manière gratuite et désintéressée sur la géothermie, tout simplement pour faire en sorte que les projets avancent et aillent jusqu'au bout et que la géothermie ne soit pas mise de côté pour les mauvaises raisons. On arrive toujours à trouver des solutions, que ce soit pour récupérer les émetteurs existants ou pour arriver à rentrer dans des locaux techniques qui parfois sont assez exigus. Je terminerai avec un dernier mot. On a beaucoup parlé des C2E qui sont la vraie grosse nouveauté de 2026. Les C2E, notamment dans le logement collectif, sont un vecteur de financement des installations géothermiques qui a plusieurs intérêts. Déjà, il n'est pas variable avec les décisions politiques. Et en plus, dans certaines configurations, il peut être très généreux. Pour vous donner un ordre de grandeur, quand on vient supprimer une production fossile, donc gaz ou fioul dans un bâtiment, de logement collectif, c'est de l'ordre de 6 500 € par logement qu'on vient alimenter lorsqu'on vient faire de l'eau chaude sanitaire et du chauffage. Donc, pour une résidence qui fait 100 logements, une résidence étudiante ou autre, on peut avoir des taux d'aide qui sont extrêmement intéressants dans ce cadre spécifique du logement collectif. Et à notre sens, c'est sur ces projets-là qu'il faut cibler et envisager la géothermie parce qu'on peut se retrouver dans certains cas avec des installations de géothermie quasiment aidées à 100% pour une réduction des coûts d'exploitation qui est très intéressante. Je m'arrête là parce que je sais qu'on a un petit peu dépassé l'horaire. Je redonne la parole à Johan et puis je vous remercie. Je suis à disposition si vous avez des questions. Alors merci beaucoup pour ces retours d'expérience qui illustrent bien du coup l'intérêt et les avantages de la géothermie. Alors on a eu de nombreuses questions, mais on a Jean-François qui donc Nivelot de l'ADEME qui a pu répondre à, j'ai l'impression, la plupart de vos interrogations. Donc si jamais il y a peut-être des réponses qui vous ont pas satisfait, n'hésitez pas à reposer la question dans le chat. Peut-être une question moi que j'ai vue passer. Alors pour répondre à est-ce qu'on aura accès à cette présentation? Alors oui, il y aura le replay déjà qui sera disponible par la suite de ce webinaire et ainsi que le support aussi. Donc vous aurez tout ça disponible sur le site d'Envirobat et vous recevrez l'info, je pense, par mail aussi.
Je me permets de rajouter qu'il y a des participants qui sont arrivés avec des adresses mail qui ne figurent pas dans notre formulaire. Donc, dans ces cas-là, je donne mon adresse pour qu'on me fasse une demande en direct. Voilà, c'est tout. Oui, je vous afficherai aussi les contacts, donc soit de Sandrine ou de moi, donc plutôt Sandrine côté Envirobat, moi côté animation géothermie. Voilà, ils sont bien à la fin de la présentation pour pas que vous hésitiez à nous contacter si vous avez des questions. On peut aussi vous rediriger selon si vous avez des projets de géothermie. Peut-être une question alors pour bioénergie. En milieu urbain contraint, quelle surface faut-il à minima autour du bâtiment pour faire les sondages nécessaires? Alors, Jean-François a répondu, mais peut-être s'il pouvait compléter. Donc, Jean-François a dit que, en fait, grâce au forage incliné, on peut déjà en fait, passer cette limite voilà, des surfaces qui peuvent être contraintes en milieu urbain dense. Tout à fait. Alors, donc là, ce que nous impose la norme, c'est de ne jamais se rapprocher à moins de 2,50 m d'une limite de propriété pour faire un forage. C'est ça, on va dire, la plus grosse contrainte qu'on va avoir sur le forage. On a la solution des sondes inclinées, mais les sondes inclinées, ça sert surtout quand on est un peu dans la même configuration que le boulevard de la Gare, où on peut venir forer sous le bâtiment, mais on ne pourra pas aller chez le voisin, bien sûr, avec la sonde. En ultime recours, il y a aussi un élément qu'il faut garder en tête, c'est la possibilité de demander des servitudes en tréfonds qui sont généralement acceptées par les mairies. Et ça correspond, s'il n'y a pas trop de réseau qui passe sous le trottoir, à la possibilité de venir dans le domaine public forer pour des besoins personnels. Donc ça, c'est un peu l'ultime recours parce que administrativement parlant, c'est un peu plus lourd. Mais sur certaines résidences qui ont des forts besoins, on peut l'envisager. Et nous, on l'a déjà fait à plusieurs reprises, notamment pour un autre EHPAD dans le Tarn où on a eu des forages qui étaient entièrement sous le domaine public parce qu'on était dans une petite cité médiévale non accessible. J'ajoute aussi un point, j'ai vu passer une question sur la part des appoints dans la production géothermique. Il faut savoir que dans les deux retours d'expérience qu'on vous a présentés et dans la quasi-totalité des projets qu'on effectue, l'ensemble des besoins en chauffage, en froid et en rafraîchissement sont couverts par la géothermie. Et les appoints sont souvent présents, mais ont plutôt le rôle de secours, notamment quand on n'a pas une capacité d'avoir une redondance totale avec le système de géothermie. Donc, on a la possibilité d'avoir recours à des appoints, mais c'est pas forcément quelque chose qui fait très largement baisser le coût du projet. On va peut-être prendre deux autres questions et peut-être Baptiste, celles que tu avais pointées plus haut ou qui sont passées inaperçues. Ou bien il y avait une particulière peut-être pour lesquelles les intervenants voulaient réagir. Je vous laisse dire. J'en avais vu une passer, c'était sur le projet à Toulouse, et donc peut-être plus largement sur les milieux urbains assez contraints. Est-ce qu'il y a un refroidissement du sol qui serait lié à cette forte densité de sondes? Non, en fait, finalement, nous, ce qu'on observe, et c'est, on va dire, encore un sujet de recherche, mais donc vous savez que quand on rapproche les sondes entre elles, il ne faut pas se retrouver à avoir une interaction thermique entre les sondes qui soit trop importante. En l'occurrence, on est descendu assez bas, plus bas qu'habituellement sur ce projet-là. Il me semble qu'on a des sondes espacées de 6 mètres sur le projet. Donc là où habituellement on reste à 8 ou 10 mètres. Il se trouve que nous, on n'a pas observé, parce qu'on suit les températures minimum de forage et d'entrée évaporateur, on n'a pas observé 15 ans après d'appauvrissement thermique du sol. En fait, il y a tout un tas de dynamiques en sous-sol qui sont qui sont à l'œuvre et qui font qu'en pratique, l'interaction intersonde, dès lors qu'on n'a pas de sonde qu'on appelle enclavée, c'est-à-dire entourée par d'autres sondes, si le projet est bien dimensionné, on peut tenir pendant des dizaines, voire jusqu'à 100 ans. Je crois qu'il restait une question de Jean-François
qui s'est permis de poser la sienne sur les retours sur investissement ou les économies qui pouvaient même aller dans certains de vos projets au-delà des 4 que vous avez pu. Alors, moi, je dirais qu'au niveau des retours sur investissement, il y a vraiment beaucoup de situations différentes. Habituellement, si on met complètement de côté les aides et qu'on oublie les aides, on est en général sur des retours sur investissement qui vont être entre 15 et 20 ans, sachant qu'on a des systèmes qui sont faits pour durer 20 à 25 ans, donc ça reste positif. Mais ce qu'on observe auprès des maîtres d'ouvrage, c'est que les aides permettent de passer sous la barre psychologique des 10 ans. Et ça, c'est très important parce que dans des entreprises ou pour des mairies qui ne sont pas forcément avec des perspectives très très long terme sur les investissements, les aides ont ce bénéfice de faire passer des barrières psychologiques. C'est rentable même sans aide, mais avec les aides, là, on peut avoir des retours sur investissement quasi immédiats. Notamment, nous, ce qu'on observe, c'est qu'il y a beaucoup de production de gaz qu'on vient supprimer, où on a des rendements en fait qui sont assez terribles, qui sont parfois de l'ordre de 50%, là où on prend plutôt typiquement 85% dans la théorie. En fait, il y a des productions de gaz qu'on vient remplacer et où on se rend compte qu'une bonne partie de la production était perdue, soit parce qu'il y avait une mauvaise régulation, soit parce qu'il y avait une mauvaise récupération de la condensation. Tous ces régimes d'eau et toutes ces notions-là font qu'en pratique, en fait, on a même des bénéfices sur la réduction de l'énergie consommée par le bâtiment parce qu'on a une meilleure régulation. On améliore tout avec un nouveau système. Donc, des fois, on a des retours sur investissement de 1, 2, 3 ans. C'est pas rare, ouais. Merci beaucoup. Je pense qu'on a dépassé de 10 minutes l'horaire imparti. On sait on aurait encore aimé poursuivre, mais voilà. On peut conclure, Johan, avec la perspective de visite et de se retrouver surtout. Oui. Alors là, vous avez à l'écran, on en a déjà parlé, donc déjà merci beaucoup et encore pour votre présence. Du coup, la suite, voilà, si vous voulez creuser davantage la géothermie, c'est qu'on vous propose une visite, une opération en géothermie. Donc c'est un immeuble résidentiel collectif à Toulouse, donc une autre opération que Bioénergie a menée, Bioénergie Diffusion, donc qui n'est pas celui du boulevard de la Gare, mais un autre immeuble. Donc la date et le lien de description, ils vous seront communiqués, mais voilà, on sera autour de début juin 2026 et vous aurez du coup l'opportunité de pouvoir voir une opération de rénovation. Alors là, c'est une opération, on va dire, encore plus, pas spécifique, mais bon, je ne sais pas si Jean-Pierre, tu veux rajouter, peut-être décrire très rapidement, mais en fait, Oui, vas-y, si tu vas-y. veux, mettre en avant effectivement que là, ce qui est vraiment très très spécifique et très intéressant de noter, c'est que on a remplacé les chaudières individuelles gaz par du collectif. Et donc ça, c'est encore une fois une idée reçue de dire on ne peut pas faire ce genre d'opération. Et là, ça a été réalisé. Et donc là, le réseau est passé par l'extérieur. Ça reste très esthétique. Et par rapport aussi au boulevard de la Gare, là, dans cette opération, il y a à la fois du chauffage, de l'eau chaude sanitaire, bien évidemment, mais également du rafraîchissement. Voilà, donc on vous invite, hein, lorsqu'on aura fixé la date et qu'on pourra communiquer et on délivrera le lien d'inscription, à vous inscrire donc pour pouvoir venir voir un peu une opération de géothermie donc qui a été mise en fonctionnement là à la suite de la rénovation de ce bâtiment. Et puis sinon, ben voilà, je vous laisse les contacts donc à la fois de moi côté animation régionale géothermie et de Sandrine côté Envirobat Occitanie. Si vous avez des questions, voilà, si vous voulez creuser un peu plus le sujet de la géothermie, vraiment n'hésitez pas. On vous apportera les informations nécessaires. On pourra vous rediriger vers d'autres ressources ou des contacts si vous avez des projets en tête. Merci à tous. Merci à tous, effectivement. Merci. Une bonne journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir.